Bonsoir Nicolas. Natacha. Oh, Natacha. vous Natacha. ici. Ça fait longtemps. mais oui, puis on est beaucoup mieux que sur le plateau d'On n'est pas couché, non? Non. Oh, J'ai adoré la ça, lumière est moi. vachement plus belle. Je suis ravi de vous Il n'y a revoir. pas de public débile pour applaudir quand J'étais on pas lui tous demande. débiles. Je laisse tout la ça. paternité de cette insulte à l'égard des Français. Non, l'insulte n'était pas de moi en l'occurrence, mais du chroniqueur qui venait de temps en temps. C'est fini tout ça, je fais du cinéma. Mais c'est bien parce qu'en plus les critiques sont dithyrambiques. Tiens donc. Monsieur et Madame Edelman, ça devait quand même être assez angoissant d'attendre les critiques. Mais oui, j'avais peur de faire du tort à mon propre film, parce qu'on peut pas dire que je sois apprécié par tout le monde de façon aussi Quand même. dithyrambique. Quand même. Non, mais c'était un rêve d'enfant que je réalise. Alors, vous l'avez fait partout, vous le maîtrisez vachement bien. Le pitch, c'est... On fait revivre au public toute une vie, Voilà. les pires moments, les meilleurs moments, de façon comique et parfois dramatique. On part de C'est 1975 ça. et on arrive jusqu'à aujourd'hui, toute la vie d'un couple Ouais. qui se retrouve, qui se sépare, et surtout d'un couple qui n'est pas n'importe quel couple, c'est un couple d'écrivains. Mais ça, on va en discuter pas. En fait, ce qui me faisait très peur, c'est qu'on puisse penser que, comme le type est écrivain et tout ça, c'est que je me tape un ego trip sur grand écran. Ah, parce qu'il n'y a pas du tout d'ego trip Vous dedans. trouvez-vous? Bah, Moi, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit au contraire, tu t'en mets plein la gueule, hein, vraiment. Non, c'est assez drôle. C'est-à-dire que je me suis dit en le voyant, ça doit être très compliqué de se filmer, de filmer son couple dans la position du couple idéal. Alors heureusement, en effet, c'est grinçant, il y a de l'autodérision, Couple idéal. mais il y a une vision. Vous avez une vie de merde. Vous trouvez que c'est le couple idéal? Non, moi ça va, le mien est... Je le mien est sais. bien. Mais c'était compliqué justement de décider comment on mettait en scène ce couple qui n'est pas votre couple, mais qui Ouais. en même temps fait forcément référence à des choses que vous êtes. On a fait un travail de romancier, je vous jure. On a pris les grandes étapes, la naissance, le mariage. Alors après, on s'est inspiré de trucs quand c'était spectaculaire dans nos vies ou dans la vie de nos parents ou de... Moi, vous savez, je suis un grand consommateur de biographies d'artistes, d'écrivains, de philosophes. Donc j'ai pris des anecdotes vraies ici ou là. Il y a un truc sur la femme de Paul Morand, il y a un truc Oui. sur celle de Saint-Exupéry, il y a le type qui a une histoire pendant que sa femme accouche et qui a une histoire avec une nana à la maternité. C'est un truc que j'ai piqué... chez Paul Morand, enfin il y a plein de choses comme ça, mais c'est surtout notre boulot de scénariste, c'est-à-dire qu'on a voulu faire une petite, modestement, une petite sociologie du couple. Notre grand cadeau, vous parlez des bonnes critiques, c'est surtout celle du public qui nous dit on se reconnaît. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je sais pas, il y a une pharmacienne qui est venue la dernière fois à Strasbourg et qui a dit à Doria, parce que c'est Doria qui ramasse tout dans le film, toutes les louanges d'actrices, et qui lui a dit vous venez de me rejouer ma vie en beaucoup plus marrant. Et elle n'est pas femme d'écrivain. L'écriture, c'était parce que c'est ma passion, vous le savez bien, on en a parlé. On est même devenus plus ou moins complices à un moment donné parce que vous êtes une grande lectrice et une grande amateuse de vraie littérature. Et ben, j'avais envie de faire un film aussi sur la littérature. Mais sinon, il est écrivain, bon. Alors justement, il est... Il pourrait être écrivain. politique, Oui. il pourrait être... c'est-à-dire que Ça- c'est sur la trajectoire d'une femme dans l'ombre de la notoriété de son mari. Exactement, et sur le jeu de miroir, qui manipule qui et qui existe à travers l'autre. Mais votre Il y a des écrivain... chirurgiens comme ça, il y a des architectes comme ça, il y a plein de types insupportables qui écrasent leur couple de leur ambition. Oui, mais la femme ne peut pas toujours se venger, tandis que là, Là, ouais. elle a le dernier mot. Mais simplement, dans votre façon de concevoir ce travail d'écrivain, parce que votre écrivain, il commence en écrivant un livre sur la Shoah. Ouais. C'est la dernière grande tragédie, en fait, qui nous Ouais, reste. exactement. Et ensuite, il se met à écrire sa vie. Il se met à envoyer des messages à l'autre par ses livres, à réécrire sa vie. Est-ce qu'on arrive à sortir de l'écriture de sa propre vie? Est-ce qu'il y a moyen d'écrire sur autre chose que soi-même? Oh, bien sûr, il y a des grands... bah, on en avait parlé, vous m'aviez reproché ça souvent sur le plateau de Ruquier. Mais c'est pour ça que je recommence. Bah oui, décidément, on n'en sortira jamais. J'ai beaucoup utilisé la littérature pour envoyer des messages à mes proches, pour séduire, pour rompre, pour régler parfois des comptes avec ma propre famille. Je me suis fâché avec ma mère pendant presque une année. Donc j'ai voulu faire une parabole, mais en plus rigolo, en plus romanesque, du pouvoir criminel parfois de la littérature. Je voulais surtout montrer aux gens que c'est ludique en fait, et que c'est comme un pouvoir magique qu'on peut utiliser pour le meilleur ou comme pour le pire. Avec un livre, avec un poème, avec n'importe quel texte, avec une chronique, on peut changer sa vie.
Et on peut aussi s'amuser avec les clichés. J'aime bien le rapport aux enfants. Pourquoi? Parce que là, vous êtes allé vraiment dans ce qui traumatise absolument tout le monde, à savoir la question de la continuité, de la fierté qu'on peut avoir vis-à-vis de ses enfants, la projection narcissique. Et là, vous êtes dans l'autodérision complète, je pense. Il se trouve que ça a été inspiré par des choses vues. Ce sont des angoisses que tout le monde a, de toute façon, et vous avez réussi à les rendre. Mais même j'ai vu une amie de quelqu'un dont je suis proche avoir pris en grippe totalement son fils. Elle ne comprenait pas, elle le disait de façon bouleversante, extrêmement choquante. Parce que c'est marrant aussi. Ces deux intellos qui rêvent de faire Mozart ou Nabokov et qui se retrouvent avec un enfant totalement navrant, pas curieux, pas gentil, qui n'écrira jamais, qui ne créera jamais. On a le droit de dire retardé? Parce que visiblement, non. Ça crée un débat absolument terrible. Vous êtes passé à On n'est pas couché. Et... c'était très compliqué On n'a pas le droit. Déjà que j'ai réussi à sauver avec Doria, on s'est battu contre certains grands groupes financiers du film, parce que le cinéma coûte de l'argent, donc souvent ils cherchent un peu à lisser le projet. Et on s'est déjà suffisamment battu pour garder des parents qui n'aiment pas un de leurs enfants. Ah oui, ça passe pas. Ça fait partie des grands tabous, ça. Non, vous allez vous mettre à dos toutes les mères de famille. Et c'est finalement celle qui rit le plus. Les mères de famille qui rient le plus, parce que c'est une sorte d'exorcisation du truc et tout. Mais non, mais on va le détester. Il y a deux trucs qui passaient pas. Il y a les infidélités de mes personnages, qui pour eux étaient... Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse s'attacher à leur amour alors qu'il y avait des coups de poignard qui étaient balancés tout au long d'une vie, alors que 45 ans... Oui, tout de même. On essaye de faire un film réaliste, c'est pas une comédie romantique. Ce côté grinçant, c'est une façon aussi d'éviter justement de tomber dans on va dire, le discours, l'embourgeoisement narcissique sur le couple et sur les affres de l'amour. Doria et moi, nous nous sommes moqués de nos personnages quand ils traversent toute cette espèce de gauche caviar, il faut appeler ça, voilà, puisque le mot est désormais rentré dans le langage commun. Oui, la façon dont ils s'abordent, dont ils contredisent par leur façon de vivre leurs anciens combats, leurs déclarations publiques, etc., c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui vous a énervé, qui m'a énervé moi-même. Je ne vais pas citer des noms, mais j'ai été élevé parmi ces contradictions-là. Au-delà même de mes parents. Même si eux-mêmes n'ont pas échappé à la règle. C'est sûr que le succès, les gamins, tout ça, à un moment donné, on finit un peu par vivre comme ceux qu'on dénonce et comme ceux qu'on combat. Ce serait quoi pour vous la pire... Je me suis retrouvé à Vaucresson à 11 ans, dans une bourgade ultra Giscard, ultra chiracienne. Franchement, j'avais l'impression d'être un pestiféré. On vivait totalement en contradiction, c'était n'importe quoi. Et les chroniques, la télé, pendant longtemps, vous avez été celui qui venait pour faire rire, pour titiller, pour réveiller. C'était un marchepied. C'était un peu ça. C'était un peu ça au départ. Et puis j'y ai pris goût. Et je me suis laissé attraper. Mais au départ, clairement, je voulais absolument mettre un prénom sur mes bouquins, d'où cette hystérie autopromotionnelle qui a été la mienne à un moment, auquel vous avez parfois assisté, où il fallait vraiment que j'existe. Mais bon, j'avais 30 ans. Mais c'est vrai que je voulais acquérir juste assez de notoriété pour pouvoir financer un film. Ça, c'est vrai. Je l'ai toujours dit à mes proches, ils le savent. Ce qui se passe là, c'est le début de ma vie. C'est une totale nouvelle page. En revanche, je ne renie rien parce que je me suis éclaté. Le grand avantage de la télé, c'est que le jeudi, on écrit une folie et le samedi, on se fait applaudir et insulter. C'est tout de suite, on est dans le bain de l'actualité également. Il y en a une d'ailleurs, une chronique qui a été une des prises de risque. C'était celle sur Dieudonné. 4 millions de vues sur YouTube. On ressent quoi quand on se dit qu'il y a 4 millions ? Une semaine de garde du corps, oui, une aussi. protection rapprochée, un déménagement. Voilà. Mais donc, ça donne un phénomène absolument qui vous dépasse. Ce qui est terrible, c'est quand on n'est pas du tout satisfait de ce qui a créé le phénomène. Mais en l'occurrence, je n'enlèverai pas un mot, y compris dans la vulgarité, parce que j'utilisais les mêmes armes que lui à cette chronique. Je l'ai revu sur un plateau de télé il y a quelques temps, parce qu'ils l'ont rediffusé. Je rougis pas. C'était un moment où on était de toute façon dans l'outrance, on était de toute façon dans la guerre du buzz, dans l'obligation. Et je pense que seul un buzz pouvait
je dirais, participer à une forme de résistance contre le discours qui était le sien. Je voulais qu'ils entendent qu'on peut finalement aller sur un terrain trash sans pour autant véhiculer des idées dégueulasses. Sauf que le terrain trash, on ne peut plus tellement y aller. C'est-à-dire que, justement, vous voyez que même dans un film où c'est drôle, où c'est grinçant, on vient vous reprocher les quelques scènes qui sont légèrement subversives. Mais on y est parvenu. Il y a trop de gens aussi qui abandonnent trop vite. J'ai accompagné parfois, parce que j'ai joué des petits rôles, pas toujours dingues d'ailleurs, dans des petits films, justement, parce que je voulais mettre un pied dans le cinéma pour arriver à ce que je vis là. J'ai vu beaucoup de cinéastes également courber les chines trop vite. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on a toujours le droit, mais il faut aussi s'entourer par des gens libres, il faut aussi avoir des producteurs en qui on a confiance. Il y a beaucoup de gens qui sabotent eux-mêmes sans le savoir leur projet, en écoutant tout le monde, en acceptant parfois peut-être aussi trop d'argent. Il faut demander moins d'argent. Il faut s'exprimer, disons, dans les limites de ce que la provocation ou de ce que la férocité permet. Vous parliez tout à l'heure de la gauche caviar, c'est vrai que vous la moquez un peu dans le film. J'ai lu que vous aviez dit à un moment, sur le papier, je serais plus proche de Benoît Hamon. Ça veut dire quoi sur le papier? Ça veut dire que dans les urnes, c'est pas le cas? Écoutez, moi, vous savez, je m'exprime au premier degré avec beaucoup de prudence parce que, autant quand je fais ça à travers un billet d'humour, je suis légitimé par l'angle d'attaque, par l'originalité prétendue de la forme, autant le côté, voilà ce que je pense, voilà. Ça, vous savez, je suis très conscient que ce qui sort de ma bouche, à moi, n'a aucune espèce de valeur pour ceux qui m'écoutent. Je représente une forme d'aristocratie showbiz. Je représente la gauche totalement aveugle, les beaux quartiers de Paris. Je suis le bobo type. Donc, si je vous réponds au premier degré, voilà ce que j'estime, voilà pour qui j'aimerais voter et tout ça, je ferai énormément de tort aux personnes que je soutiens. Je suis disqualifié, vous comprenez? Aujourd'hui, des gens comme moi... Ça vous agace? Non, je trouve ça vous énerve? Non, ça vous attriste? Je comprends, car comment voulez-vous qu'on puisse donner du crédit aux propos de quelqu'un qu'on imagine de façon totalement fantasmagorique d'ailleurs, pété dans la soie depuis qu'il est né? Ce qui est un raccourci formidable. Puis ça n'a pas empêché des écrivains, des philosophes, des intellectuels de dire des choses pertinentes alors qu'ils provenaient d'un milieu bourgeois. Mais voilà, c'est comme ça. En ce moment, on veut sortir tout le monde. Et je suis le système que beaucoup de gens ont envie de casser. Donc gardons-nous surtout de donner des leçons à quiconque. Votre père, lui, a apporté son soutien à Arnaud Montebourg. Là, je me suis dit que j'étais plus proche idéologiquement de Guy que de Nicolas Bedos. Mon père, il est sensible à un certain discours, si vous voulez, auquel ma génération, il ne s'agit pas de dire qu'il est ringard, mais ma génération, mais même lui d'ailleurs, il se pose des questions. On ne sait pas parfois si ce qui est sur le papier, pour revenir à ce que vous disiez, quand je disais sur le papier, j'aurais été plutôt séduit par un tel ou un tel, c'est que on est paumé, parce que parfois, ce que l'on trouve séduisant, même si le mot est frivole par rapport à l'enjeu, ce que l'on trouve excitant dans le programme d'un tel ou d'un tel, 10 secondes plus tard, tu as un économiste ou un copain qui connaît mieux, qui travaille dans le monde de l'entrepreneuriat ou autre, qui te dit c'est infaisable, c'est antisocial. Ce que tu crois là généreux, c'est tout simplement de la peste sur le plan de sa faisabilité. Parce que tout a été relativisé par l'Europe, la mondialisation et par tout ça. Il faudrait avoir fait des études d'économie pour arriver à décrypter les programmes des uns et des autres. On fait quoi? On se replie? On parle cherche et on est modeste. On se pose des questions. Donc vous voulez dire que vous allez continuer dans une voie d'écriture qui est celle qui va essayer d'être le plus sincère possible avec vous-même, mais l'idée d'agir sur le monde, c'est pas votre truc. Ah, ça dépend. Parce qu'après, il reste le sociétal, il y a des idées, voilà, il y a des symboles. Je l'attaquerai à ma façon pour faire sourire et pour faire réfléchir. Si votre film marche, vous faites quoi? Vous en faites un deuxième? Vous cherchez autre chose? Là, je suis en train de terminer un livre, un roman, et j'en fais un deuxième, oui, j'espère. J'ai voulu faire un film à 21 ans, j'ai voulu faire un film à 23 ans. J'ai la chance d'en avoir fait un. Je vais essayer de continuer, si on me le permet.
Si tout d'un coup j'ai envie de montrer la vénalité, par exemple, la contradiction, si j'ai envie de critiquer le monde de la finance, si j'ai envie de parler de la tolérance, du racisme qui perdure, je peux le faire sans avoir de couleur politique, par un film, en montrant des situations, en me moquant d'un personnage ou pas. C'est ça qui est passionnant quand on fait des œuvres de fiction, c'est qu'on n'a pas de programme, on est on pose des questions. En tout cas, si vous posez ces questions-là, à mon avis, non seulement vous permettra de faire le film, et moi j'irai le voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.